me get a bit. I hope you're doing well. And today I'd like to tell you about 3 misconceptions that remain very present in public debates on climate change. And, I don't want to sound like a scientist here, but I'm afraid that if we misconceive the problem, the risk is that we will be misguided when it comes about the solutions. And I'm very concerned that climate action can go in the wrong direction if we do not address these 3 misconceptions. The first one is that I don't think that we should talk of a climate change as a crisis. And I know this is a concept that is literally all over the place. Everyone speaks of a climate crisis. And I think that if we address climate change as a crisis, we will go in the wrong direction. You might remember that at the outset of the COVID-19 crisis, there were lots of people asking on social media, in newspapers, asking, why is it that when we are confronted with a very clear and present danger, we seem to be able to take radical, drastic measures, but that obviously we don't seem to be able to do the same when it comes to climate change? And a lot of them were jumping to the conclusion that the reason for that was that we were not taking climate change as seriously as we should. And I think the answer is different. I think the answer to this is simply that COVID-19 and climate change were 2 problems that were fundamentally different in their nature. The reason why we accepted the measures against COVID-19 is because we knew these measures were temporary and were the condition to returning to normal life. If you had told people at the beginning of the COVID crisis that they would remain locked in their homes for the next 25 years and that they would have to wear a mask until the end of their life, honestly, I'm not a political pollster, but I don't think that these measures would have been well accepted by the population. Yet, when it comes to climate change, we will need to undertake and implement transformational changes. It is not a patch that will help us return to normal for the simple reason that normalcy is not behind us, but ahead of us. And we need to realize that we're not going to be able to fix climate change with one silver bullet. We need to realize that there will never be one final definite COP that will solve the problem once and for all. We need to accept that climate change is a deep and long-term transformation of the conditions of life on Earth, which requires, in turn, a deep transformation of the way we organize the economy and society. And this is the reason why the climate emergency is also a democratic emergency. Because the sooner we'll be able to make these choices, the more transformational they will be. And if we wait before we make these choices, these decisions, we'll have no choice at all at the end of the day. And I think this is the very first misconception that we're not dealing with a crisis, we're dealing with a transformation. And therefore, we require measures that will address this transformation and not as a crisis. Any company that would treat climate change as a crisis would be in the position of Kodak when digital photography came about. When digital photography came about, the bosses of Kodak, their executives said, well, there's no need to worry, no need to change. This is a trend, a fashion that will go away, that is poor quality photograph anyway. Our fundamentals are strong, we're not changing anything. Well, Kodak has had some hard time, and all of you have right now in your pocket a very high quality camera that can also make phone calls. I think this is the first misconception that we need to address. The second one is about the fact that climate change is not a binary issue. And yet,
when climate change is being presented in public debates or in the press, it is consistently presented as a binary issue, as a black or white issue, as a head or tail issue, as a battle that we will win or lose. Climate change is not a battle that we will win or lose for the simple reason that this is a gradual issue. And what this means is that every tenth of a degree will matter a great deal, which means that every ton of greenhouse gas that is sent in the atmosphere or not will also matter a great deal. And that also means that there is absolutely no action against climate change, no initiative we can take, no decision we can make that is useless. Everything we do will matter a great deal. And especially everything we'll do in the coming 10 years will matter a huge deal. I think this is important because what I feel right now is that an increasing share of people consider that it is too late, that there is nothing to do, that we've missed the train. According to the polls, 1 French out of 6 considers that it is now too late and that there is nothing to do. This is dramatic because we're not dealing with a binary issue, we're dealing with a gradual issue. And if you think we're dealing with a binary issue, first, you'll be on the wrong side of science, which would be bad enough, but you will feel discouraged after a while. You will think that everything you can do does not matter. You will think that your action at your level is insignificant. And people will say, you know, France only represents Y% of global greenhouse gas emissions, so what is the point of acting if China does this or if India does that? And most often, without knowing at all what China or India do. What is the point of my company acting if our competitors do this or that? Why should I change if my neighbor, if my stepmother does this or that? We will consider that our actions matter very little. That is exactly the opposite, because climate change is a gradual issue. And I think this is a very important misconception to address. The third misconception is perhaps a bit more difficult. We know that climate change is a stock issue and not a flow issue. And the reason why temperatures rise is because greenhouse gas accumulate in the atmosphere. And most of them, with the exception of methane, have a very long lifetime in the atmosphere. Most of the carbon dioxide that is in the atmosphere 20 kilometers ahead of us has been produced in the past century or even in the 19th century. At the moment, we have not yet reached the peak of global greenhouse gas emissions. But that will happen in a few years, and certainly before 2030. When we will reach the peak of global greenhouse gas emissions, that means that these emissions will start decreasing. Yet, greenhouse gas concentrations will keep on increasing, and the temperatures will keep on rising. It is mechanical. Obviously, as long as we continue to send greenhouse gas in the atmosphere, because they have a very long lifetime, these greenhouse gas will continue to accumulate in the atmosphere and drive up the level of concentration and drive up the temperature. And here, we will be facing with a huge pedagogical issue. Right now, it is easy to understand. Global emissions continue to grow, and hence temperatures grow as well. But once we'll have reached the peak, that means that emissions will decrease, but temperatures will keep increasing until we reach carbon neutrality. And in the best case scenario, we will reach global carbon neutrality around 2050. And of course, if emissions decrease while temperature keeps increasing, a lot of people are going to ask, what's the point? Why are we doing this?
we don't see the results of our action. And that is a major difficulty which is imposed to us by climate physics. There is a discrepancy, a huge discrepancy, between what we do here and now and the impacts of climate change here and tomorrow. And we're human beings, which means that in order to change, we often need to see the results, the consequences of our actions. We don't have that possibility with climate change. Every time my students take an exam, I tell them that it is not in their long-term interest to cheat. That if they cheat, they will have difficulties later. They will have problems in their professional career. And I tell them all of that. But I make sure to watch over the exam as well. Because I know that if I don't offer my students the possibility to experiment directly the consequences of their possible cheating, even if they know it's not in their long-term interest, there will still be a temptation to cheat. And we've all remained students at the end of the day. In order to change, we need to be able to see the reason why we change. And because of the discrepancy around scales of time and scales of space, it is a difficulty that we have with climate physics. And I think this is exactly what explains the backlash that we are seeing right now against climate policies, against environmental measures. The people are wondering why they should do this, because they don't see immediately what their interest will be. And the problem we need to address is that an increasing, overwhelming majority of the population feels concerned about climate change. 85% of the French declare that they're worried or extremely worried about climate change. Yet, if they act against climate change, they often have the impression to also act against their own immediate interest. They often have the impression to act in the interest of future generations or in the interest of people of the Global South, but not in their own interest. And I think this is the fundamental discrepancy that we need to address. And for this, I think it is extremely important that we turn around the table of communication on climate change. I am always struck by the fact that every time we talk about climate change, we talk about the risks associated with inaction. We tell people, if you do not act, this is what will happen. And you don't want that to happen. But we never tell them that if they act, this is what could happen. We always insist on the risks associated with inaction, but we never mention the benefits associated with action. And I think it is extremely important to insist on the benefits associated with action, on the benefits for transportation, for food, for leisure, for housing, for pretty much every aspect of our everyday lives. And for this, I think there are a few levers that we need to activate. The first one is the trajectory. When we speak of climate change, the whole debate is framed by mid or long-term objectives. Minus 55% of emission by 2030, carbon neutrality by 2050, 2-degree maximum temperature increase by the end of the century. This is all fine, and this is all important. But there are three problems associated with these mid and long-term objectives. The first one is a problem of procrastination. Every time I give an assignment to my students, they always try and negotiate a deadline as far as possible in the future. And they have always a major argument to tell
they tell me, but professor, we want to have more time to work on the assignment. And I keep telling them, hey, I've been a student as well. And I know very well that you will do this assignment the weekend before the deadline. So why don't we agree that the deadline is next Monday, you'll do it this weekend, and you'll be over with it? That never works. But we're exactly in that situation. Because we set objectives by 2030, 2050, or the end of the century, we think that we have plenty of time to address the issue, and that there are always other urgencies that can come first. But of course, the more we wait, the less choice we'll have. And climate change is a cumulative problem, which means that every year we wait, that's billions of tons of CO2 that are sent in the atmosphere and that we will never get back. The second problem associated with these mid and long-term objectives, that's an issue of credibility. When heads of state signed the Paris Agreement in 2015, all of them know very well that by the end of the century, when they agree on a 2-degree temperature increase by the end of the century, they know all too well that they will all be dead by the end of the century. And that there will be no opposition MP in 2019 who will ask them, what about these objectives? We're not exactly on the right track. Similarly, when any decision maker, either political or economic, set objectives by 2050, he or she knows very well that he will no longer be the decision maker in 2050, and that it's just passing the bucket onto the next leader. Clearly, if Donald Trump is elected in November as the new president of the US, I don't think that he will feel bound by the climate objectives decided by Joe Biden. I think we have an issue of credibility around this. And the third, and perhaps most important problem, is that we have a problem of motivation as well. If you tell me that I need to lose 10 pounds by 2030, I know myself, huh? I know very well that I will keep on drinking booze until 2029, and then I will say, whoops, let me get a subscription to a gym. And of course, it will be way too late. And on the contrary, if you tell me the challenge is to lose 1 pound every year until 2030, well, that creates a much more realistic path for my weight loss. But you're going to tell me, hey, 1 pound every year until 2030, that's not exactly the same as losing 10 pounds by 2030. I'll say, sure. But the thing is, if I have these short-term objectives, I have benchmarks along the way. And each benchmark, each milestone, can be a small victory that I can hold on. And I think what we need right now are small victories that can convince us that we can achieve the transition, that we can upgrade our objectives and be more ambitious than we thought we could be. And I think that collectively, we need these milestones, we need these small victories in order to convince ourselves that we can do this, that we can achieve it. The second lever to activate is, I think, to pay more attention to the power of minorities. I was amongst those in 2018, 2019, who thought that all of a sudden, the majority of the population would transition, that all of a sudden, everyone would understand, would be aware of the problem, and would activate the change. Obviously, that has not happened. And this is not because we are aware of a problem that we change. And I think that we need to stop being naive about this. It's not just a matter of knowledge or awareness. I can be aware of a problem and yet not act on that problem. I think the challenge here
is to realize that there are lots of companies, lots of municipalities, lots of people who are changing already. But we need to encourage that change. We need to publicize it so that it can inspire others. And I think very often we spend way too much time finger-pointing those who are immobile or those who are walking in the wrong direction, and perhaps not enough time encouraging those who are making headway. And that is important. I want to give you a small example of this. If you live in Paris, or if you've wandered around Paris in the past few days, of course you've noticed that an increasing share of people were cycling, that there were more bicycle paths, and that the city of Paris had changed quite a lot in that aspect over the past few years. And the same trend happens in pretty every major city across the world. More and more people are cycling to work and for other purposes as well. That change, that transformation of urban mobility has a lot to do with a small initiative taken by the city of La Rochelle in the 1970s. In the 1970s, the municipality of La Rochelle, for those who don't know La Rochelle, it is, let's say, a medium-sized city in the southwest of France. And that city had the idea to implement a free bike scheme for the people of La Rochelle. And at that time, no one was willing to bet a penny on that initiative. People were thinking that the bikes would get stolen or that nobody would use them. We were in the 1970s, so the only people who were cycling were basically the riders of the Tour de France. Yet, the municipality held still and implemented the scheme. And that was a big success. And then, the city of Rennes decided to mimic La Rochelle, another big success. And then the city of Lyon decided to do the same, another big hit. And of course, as usual, Paris copied Lyon and implemented a free bike scheme called the Vélib, and that was a big, major success in Paris. And given that Paris is the #1 tourist destination of the world, a lot of tourists from all over the world decided to use the Vélib, and when they returned home, they thought, oh, I want the same in my city. And the transformation of urban mobility that we're observing right now in every major city has a lot to do with that initiative taken in the 70s in La Rochelle. And if you had told the mayor of La Rochelle in the 1970s that his idea of a bike scheme would transform urban mobility all around the world a few years later from New York to Shanghai, I'm not sure you would have believed it. But that story illustrates how important it is to publicize the initiatives of minorities because they will open the way, and that the majority can later enter that way. The third and final lever that we can activate is the project. Right now, climate action still often appears as a constraint that is imposed upon people. And people feel that this is something they have to do, but not something they're willing to do. Every time we discuss about climate action, we discuss about the extra cost it represents. We discuss about the efforts to make, the sacrifices to accept. We discuss about things that we don't feel like doing. Nobody likes to abide to constraints. Nobody likes constraints. I don't wake up in the morning rejoicing over the new constraints of the day. And yet, this is often how it appears to a majority of people. And because they don't see their immediate interest, because of the discrepancy in time and space, right now, a lot of them are saying, why are we imposing these constraints upon ourselves? Because we know that the impacts of climate change will go through have nothing to do with our own emissions here and now. Because obviously,
there is a time lag between our actions and the impacts of climate change. And there is also a discrepancy in space. Obviously, the climate doesn't care whether the emissions come from Paris, from Bangkok, or from Lima, which means that we are all bound to each other. We are all dependent upon each other, especially at a time when everyone seems to want to be sovereign and to have the full command of everything. We need to realize that climate physics make us all increasingly dependent upon each other like we've never been in the history of humanity. And for that reason, people have a hard time seeing their interest. They see the damage that will happen if they do not act, but they don't see the interest and the benefits they can gain if they act. And for that reason, we have a hard time transforming what appears today as a constraint into a project. We see exactly where we don't want to go. We see and we have a relatively clear picture of the world we don't want to live in. That is the world that is described in the reports of the IPCC in all scientific works. This is a world devastated by climate impacts, where biodiversity has almost disappeared. So we see where we don't want to go, but we don't know exactly where we would like to go. Because we don't have a social contract around this, and I think we've been naive for quite a long time to think that the climate was apolitical, was neither left-wing nor right-wing. The reality is that we might agree on the problem, we don't necessarily agree on the solutions. And when we discuss about what a decarbonized world could look like, very often we have different ideas and different imaginaries conflicting with each other. Some of them will see a techno-futuristic mode where we will all live in a space rocket in orbit around the Earth, guided by Elon Musk. Others will imagine that life will be a life of quota, limitations, interdictions, and so on and so forth. Others will have a more naive imaginary where we will all bike naked in cornfields and cultivate our own vegetables. And of course, all these potential futures will appeal to some segments of the population, but right now, we don't have a very clear idea of where we want to go. And this is why it is so important to promote the solutions, to make them visible so that they can appeal to the people. And so that a world with zero emissions appears as desirable. Every time I discuss with elected officials, their main concern is always acceptability. How to make this acceptable to the people. And I'm like, geez, if your concern is acceptability, we're not going to go very far. The challenge is to make this desirable and not just acceptable. And for this, we need to be able to incarnate what this new world would look like. What would transportation look like? What would leisure look like? What would food look like? And that is the first item. Then we need to show what the economy would look like. And then we will need to show what society would look like. What does liberty mean in a decarbonized world? Are we able to basically change our conception of individual freedom for the exercise of collective liberties? What does equality mean in a decarbonized world? And perhaps most importantly, what does fraternity mean in a decarbonized world? Are we able to go beyond our territorial boundaries, our generational boundaries,
and even beyond our biological boundaries, to consider that we are all part of the living and that we have a responsibility towards all earthlings. And very often we conceptualize our responsibility as limited to our generation or limited to our country. The political challenge, I think, is to go beyond that. And to me, this is the condition to transform what appears today as a constraint into a project that can be an economic model that can also be a social contract. And this is the challenge of the transition, which is not just about technological issues, but which is also about the way we will conceptualize the economy and society as a whole. And for this to happen, we will need to show it to everyone and to show why this new world is in everyone's best interest rather than a constraint. And for this, I'm happy now to introduce a new initiative that we've taken recently, which is the Alliance for the Decarbonization of Road Transport. As you know, transportation is the leading source of emission in France. An overwhelming majority of these emissions, about 95%, are actually related to road transport. And every time we discuss about road transport, we often discuss it in a very divisive way that will create conflicts and controversies in society. And yet, there are plenty of solutions that exist, and we need to make these solutions visible, and that is exactly the purpose of the Alliance for the Decarbonization of Road Transport. So please join me in welcoming on stage Stéphanie Clément-Grandcourt, who is the General Director of the Fondation pour la Nature et l'Homme, FNH. Thank you, Stéphanie. With her, please join me also in welcoming Pierre Coppet, who's right there, and who's the CEO of Vinci Autoroutes, Vinci Motorways. Fabien Guimbretière, who's the General Secretary of CFDT, the trade union. Thank you, Fabien. Pierre-Amand Lapayère will show us a new solution they're implementing for batteries, I believe. And finally, Nicolas Miravals. Where are you, Nicolas? There you are. From the International Road Federation. Please take a seat. And so I'll be moderating. Perhaps I should sit myself. And so this roundtable will be bilingual because some of you will speak in French and perhaps others in English. I'll try to provide a bit of a translation for the non-French speakers in the route. Maybe we'll start with you, Fabien. And peut-être vous pourriez nous expliquer pourquoi un syndicat comme la CFDT a choisi de rejoindre l'Alliance et pourquoi il y a une dimension sociale dans tout ceci. Bonjour, oui, ça fonctionne. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, effectivement, la CFDT a répondu avec grand plaisir à l'invitation pour rejoindre l'Alliance parce que il y a des enjeux éminemment sociaux. Alors d'abord, je tiens à dire qu'à la CFDT, on a sorti un manifeste qui essaye de prendre en compte toutes les facettes des transitions écologiques et de poser un récit. On ne dissocie jamais les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Et donc, on essaye de croiser les enjeux sectoriels, dont celui de la route, et donc sur le sujet de cette table ronde. Et moi, je vais vous parler donc de la réalité de la transformation, enfin, au regard de tout ce qui a été exposé et de toutes les transformations qui sont à l'œuvre ou qui vont l'être encore plus, notamment sur la transformation pour la décarbonation de la route.
c'est de mettre en lumière tout ce que ça va impliquer en termes de transformation des compétences, de nécessité de se parler dans les entreprises, dans les branches, dans les territoires. En fait, la nécessité du dialogue social pour pouvoir engager ces transformations. Parce que dans mon intervention, ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est que ces transformations ne pourront pas se faire sans les travailleurs et les travailleuses, et qu'on pourra décider énormément de choses si on rate la marche de la transformation des compétences, de la co-construction de ces transformations au niveau compétences, on ne pourra pas y arriver. La décarbonation de la route va nécessiter, et plus globalement, de toute façon, les transformations écologiques vont nécessiter une politique industrielle inédite, et dans le cas de la route, au service de la mobilité durable. Et nombre de changements et de comportements dépendent aussi de l'investissement public. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, si on prend l'exemple du fret ferroviaire, qui est prévu d'être multiplié par 2 pour 2030, c'est un investissement de 100 milliards d'ici à 2040 qui ont été annoncés. On connaît tous le contexte aujourd'hui en France sur les finances publiques et notamment ce qui se dit sur le budget. On espère évidemment que ces objectifs vont être maintenus parce que pour pouvoir engager ces transformations, ça nécessite de l'anticipation et donc il faut un cap clair pour pouvoir permettre l'engagement des acteurs. Et si je parle du fret ferroviaire, c'est que derrière, c'est des besoins en compétences, des besoins de métier qu'on a besoin d'anticiper dès aujourd'hui si on veut pouvoir passer de manière opérationnelle à ces constructions. Il y a des transformations physiques et technologiques avec l'électrification, la préservation des ressources naturelles, l'aménagement du territoire et bon nombre de compétences qu'il va falloir développer. Et puis, il faut, mais j'y reviendrai aussi vers la fin, c'est que toutes ces transformations de métiers et de compétences, il va falloir aussi assurer la continuité des carrières professionnelles des gens qui vont devoir s'adapter, des travailleurs et des travailleuses qui vont devoir s'adapter durant cette période. La capacité à atteindre nos objectifs de transformation dépend aussi de la capacité à mettre ces transformations en œuvre jusque dans les usages. Il va falloir des conducteurs de tram. Pour revenir au fret ferroviaire, il faut construire des rails, il faut les poser. Donc tout ça, ça s'anticipe. La décarbonation du transport routier, marchandises ou de personnes, il faut des transports collectifs et des véhicules moins émetteurs et polluants. Donc et si on veut des transitions écologiques justes, ce sera aussi des véhicules moins polluants et plus légers. Des infrastructures qui correspondront aux mobilités de demain. Et donc tout ça pour expliquer que on a besoin de cette anticipation et que les politiques industrielles dont on a besoin sont directement liées aux compétences dont on a besoin et que les décisions qu'on peut prendre, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui vont être en première ligne, qui vont devoir s'adapter et on doit créer les conditions pour une adaptation la plus rapide possible en fait à ces enjeux. J'y reviendrai à la fin. Il y a donc sur l'enjeu des emplois et des compétences, il faut on s'est rendu compte avec la filière automobile notamment que les transformations, elles sont beaucoup venues d'une décision réglementaire en fait. Quand il a été décrété qu'en 2035 c'était la fin du moteur thermique, les constructeurs automobiles qui avaient tous développé des moteurs électriques mais qui se disaient tout pendant que le moteur thermique on peut continuer à les construire, on va continuer. L'accélération s'est faite en fait le jour où la décision a été prise que c'était la fin des moteurs thermiques en 2035. Et donc, moi, pendant longtemps, j'ai cru que ces transformations pouvaient partir des entreprises. En fait, je pense que ça doit partir de décisions réglementaires, concertées, co-construites, bien évidemment, mais qui ensuite, dont les filières doivent se saisir, dont le dialogue social doit se saisir dans les filières, dans les branches, et ensuite dans les entreprises, et dans les territoires, bien sûr, parce qu'il faut aussi croiser les enjeux filières et territoires pour pouvoir mettre en œuvre ces transformations.
Si on parle de la transformation des métiers et des compétences, Très bien, soyez peut-être pas trop long pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de parler et qu'on puisse avoir des questions du public. D'accord. Donc, pour faire très vite, ces transformations des métiers et des compétences, on parle beaucoup d'emplois. On dit, in fine, il devrait y avoir 100 000, 200 000, 300 000, un seul de positif de 100 000, 200 000 ou 300 000 emplois. Sauf que ces métiers, ce ne seront pas forcément les mêmes pour tout le monde dans les adaptations. Et ce ne sont pas toujours les métiers les plus qualifiés qui vont ce sont souvent les métiers les moins qualifiés, du moins, qui vont se retrouver en augmentation. Donc on a un enjeu d'attractivité des métiers à gérer. Et là, ça passe par justement les conditions de travail, la rémunération et donc le dialogue social. Du coup, ça me fait perdre un petit peu le fil. Donc les enjeux d'attractivité, évidemment que c'est hyper important. La formation, évidemment, est importante. Et pour passer tout ce cap des transformations, nous, à la CFDT, on prône ce qu'on appelle une assurance transition emploi. C'est-à-dire que dans ces transformations, on ne peut pas imaginer que tout va se passer, que la carrière va avoir va se dérouler de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des ruptures, et donc il ne faut pas qu'il y ait des ruptures de contrat de travail, des ruptures dans la carrière. Il faut qu'on arrive à sécuriser ça, parce que si on arrive à sécuriser, on crée les conditions de l'accélération des transformations, et donc l'accélération des transformations, c'est aller plus vite dans les transformations écologiques, et ça peut permettre de prendre des décisions qu'on mettrait en œuvre aussi plus rapidement. Voilà, j'ai essayé de faire très court. Merci Fabien. Pierre Coppet, Vinci Autoroute, on voit que les émissions françaises ont commencé à baisser, et pourtant, c'est dans les transports que la baisse est la moins marquée. On a l'impression que c'est le secteur qui a le plus de mal à se décarboner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le rôle d'un gestionnaire d'autoroute là-dedans? Pourquoi l'Alliance et qu'est-ce que l'Alliance peut faire? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. En fait, je crois qu'il est important de rappeler que la part des transports dans les émissions de carbone, c'est un tiers. Il faut aussi, tout en étant très favorable au fret ferroviaire, au transport en commun et au déplacement par le train, avoir en tête que la part des transports, la part de la route dans les transports est entre 85 et 90% selon qu'on parle des transports de personnes ou des transports de marchandises. Et non seulement cette part est très dominante, donc quand on a enlevé le fret maritime, l'aérien, le ferroviaire, il reste toujours 90% de déplacements sur la route. Donc c'est important d'avoir cela en tête, et c'est important d'avoir en tête que cette part ne cesse de progresser. C'est-à-dire qu'en dépit de tous les investissements qui ont été faits pour le fret ferroviaire et pour le développement général du ferroviaire, la croissance des transports est telle que la part de la route ne cesse de croître. Et c'est un peu ce qui nous amène à l'Alliance pour la décarbonation de la route, c'est-à-dire que si on veut décarboner les transports, si on veut décarboner le pays, il faut décarboner les transports. Si on veut décarboner les transports, il faut décarboner la route. Et il faut commencer par l'autoroute qui représente le quart des kilomètres parcourus. Il y a la raison de cette part dominante, durable de la route dans les transports, c'est qu'il y a 1 100 000 kilomètres de réseau routier en France pour moins de 30 000 kilomètres de réseau ferroviaire. Et donc, tout ce temps qu'on est, lorsque nous nous déplaçons, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre la route ou l'autoroute. Ça fait partie des réalités auxquelles chacun est soumis, mais qui sont souvent ignorées dans le débat public, souvent ignorées dans les politiques publiques et souvent méconnues dans la mise en place des politiques publiques de transport. C'est-à-dire que même si on fait
ce qu'a annoncé le gouvernement et que vous avez relayé. Même si on fait les 100 milliards d'euros d'investissement évoqués par l'État, même si on double la part du ferroviaire, on restera autour de 70-80% de part des déplacements sur la route. Donc il faut décarboner la route. Alors comment on peut faire pour décarboner la route? J'ai encore le temps, Monsieur le Bourreau? Bien sûr. Le compteur est là, tout le monde le voit. Ok, mais donc je ne sais pas où il s'arrête le compteur. C'est pour ça que c'est très insécurisant d'avoir la pendule d'argent qui dit oui, qui dit non. Alors, en fait, décarboner la route, ça passe d'abord par la transformation des modes d'énergie. Alors on voit bien le déploiement et l'accélération du véhicule électrique. On voit d'ailleurs que c'est plus chaotique et moins linéaire que prévu. Mais enfin, ça progresse et ça progresse spectaculairement. On sent également que des technologies telles que l'hydrogène sont en train de prendre une place très prometteuse et que ça aura un effet significatif sur le mix du parc automobile. On voit, et je pense que c'est important de le dire, même si je ne fais pas la pub des constructeurs automobiles, que la consommation et donc les émissions des véhicules carbonés baissent. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que quand on a des infrastructures et quand on a un réseau d'infrastructures aussi dense et aussi efficace que le réseau routier, il faut considérer que c'est un atout et qu'on peut, en changeant le regard dessus, en avoir un usage plus intelligent. Et ça revient simplement à intensifier les usages en mettant sur la route plus de transports en commun. Ça a l'air de rien, mais rappelez-vous, quand on a fait les bus Macron en 2016, c'est apparu comme une révolution copernicienne. C'était pourtant pas très compliqué, mais à l'époque, avant que la loi Macron ne le décide ou ne le décrète, ou ne le légalise, c'était un sujet très compliqué. Donc multiplier, développer les bus sur autoroute, sur petite distance, moyenne distance et longue distance, c'est une façon de décarboner. Et un bus rempli sur autoroute, c'est beaucoup plus efficace qu'un train vide ou un autosoliste, comme on dit, avec ce joli néologisme, qui désigne les nombreux navetteurs qui se déplacent tout seuls dans leur voiture. Ce qui amène naturellement à un autre levier d'intensification des usages, qui est l'autopartage et le covoiturage. Ce sont deux sujets différents, mais je vais passer rapidement là-dessus. Développer le covoiturage, ça nécessite des infrastructures. Tout ça, ça nécessite des infrastructures intermodales, des pôles d'échange multimodaux et tout ce qui permettra le passage d'un mode à l'autre sans couture, de façon à ce qu'on puisse poser sa trottinette pour prendre le train ou poser sa voiture pour aller prendre un tramway. Il y a beaucoup à faire pour gagner des points de décarbonation en développant l'intermodalité, et cela nécessite des infrastructures ou des applis ou des dispositifs d'organisation pour permettre aux autosolistes de rencontrer les piétons qui seraient demandeurs de covoiturer avec eux. Je pense que c'est un deuxième levier fondamental que d'intensifier les usages de la route. Et ça, je pense que c'est un sujet qui, pour partie, se décrète par des programmes d'investissement, mais qui, pour partie aussi, fait partie, relève de l'évolution des comportements et de la mobilisation citoyenne ou individuelle. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et c'est pour ça que c'est pas con d'avoir lancé l'Alliance, parce que c'est une façon aussi de dialoguer sur des sujets aussi apparemment évidents. Et pourtant, il ne suffit pas de répéter à longueur d'année qu'il faut faire du covoiturage. Le fait est que ça ne se développe pas. Si on veut que ça se développe, il faut faire des infras, il faut faire des applis, il faut en parler et il faut créer toutes les conditions de l'amélioration. Je passe rapidement, puisque ça fait 3 minutes qu'on m'a fait un rappel au règlement. Je voudrais simplement dire que la décarbonation de la route, c'est aussi l'anticipation de la transformation liée au climat, et que ceci nécessite énormément d'investissements. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, avec les transformations climatiques, avec l'augmentation des températures, avec les feux, avec la multiplication des épisodes violents, comme les pluies cévenoles, il y en a en ce moment, comme les inondations, on voit qu'il est nécessaire d'investir pour transformer les infrastructures existantes et améliorer leur résilience. C'est le volet infrastructure de l'adaptation
décarbonation dont on peut parler quand on a du temps, parce que c'est un sujet extrêmement dense, extrêmement compliqué et qui requiert plein d'investissements et plein de temps. Il est 28,52, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'arrête. Attendez. On est bon? Bah oui, parce qu'on y reviendra. Stéphanie, vous dirigez la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH, dont j'ai l'honneur de présider le conseil scientifique. A priori, on ne s'attend pas à ce que vous soyez naturellement sur scène à côté du patron de Vinci Autoroute. Et donc, pourquoi la FNH dans l'Alliance? Et pourquoi au cette fond, question? cette alliance? Qu'est-ce que c'est que ce préjugé? Parce qu'a priori, vous appartenez à des mondes assez différents. Merci François, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on ne s'attend pas à ce que deux acteurs comme nous soient sur scène au même moment, au même endroit pour parler de la même chose. Et on ne s'attend peut-être pas à ce qu'ils soient d'accord, puisque je souscris à tout ce que Pierre vient de dire, et on est aligné avec tout ce qu'il vient d'exposer. Peut-être vous dire quand même quelques mots en préambule sur ce qu'est la Fondation pour la Nature et l'Homme. On travaille sur les enjeux environnementaux, comme notre nom l'indique, mais on travaille aussi toujours nos sujets à l'angle de l'environnement et du social. Parce qu'on est bien convaincu que c'est en trouvant des solutions qui vont permettre d'avancer sur les enjeux environnementaux et de biodiversité sans laisser personne de côté, comme le disait Fabien tout à l'heure, qu'on va pouvoir avancer. Et on travaille sur une méthode qui est plutôt fondée sur le dialogue, sur la co-construction. Si j'osais, je vous dirais qu'à rebours de l'époque, on va acter le dissensus, l'accepter et avancer malgré tout, et puis oser une certaine forme de nuance qui n'est pas forcément très en vogue en ce moment. François le disait, on travaille sur une base scientifique, d'où on parle quand on parle d'une base de science et d'expertise. Et on va travailler avec les décideurs économiques, avec les décideurs politiques, pour coporter des solutions et pour essayer d'avancer ensemble. Et c'est pour ça qu'on a rejoint l'Alliance, parce qu'on travaille sur les enjeux de décarbonation des transports. C'est l'un des 5 programmes de la Fondation. Et si on est aligné avec une partie de ce que vient de dire Pierre, c'est parce que pour nous, décarboner les transports, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord sortir de la dépendance à la voiture et de cet autosolisme qu'on évoquait à l'instant, en favorisant une multitude de transports et bien sûr en privilégiant des transports en commun accessibles à tous. Ça veut dire aussi, pour nous, réduire les déplacements en réduisant les distances, et notamment les distances domicile-travail, domicile-loisir. Ça veut dire pousser des mesures sur la création de nouvelles centralités et de multifonctionnalités des territoires, on y reviendra peut-être. Et puis ça veut dire enfin, et on a travaillé avec la CFDT sur ce point, ça veut dire transformer le parc automobile et favoriser son passage à l'électrique avec des voitures plus petites, moins gourmandes en carbone, moins gourmande en matière et accessible au plus grand nombre en matière de prix. Et on va regarder tous ces sujets par le double accès environnemental et social. Environnemental parce qu'on l'a dit, les transports, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Les transports ont aussi un impact sur la biodiversité, on pourra peut-être en reparler. Et puis social parce qu'on a travaillé pendant 2 ans, enfin pendant plus de 2 ans, on a fait deux publications sur un baromètre des mobilités du quotidien qui montre qu'il y a plusieurs millions de personnes en France qui se disent en fragilité mobilité. Donc très dépendante à la voiture, très dépendante à des distances qui augmentent et très dépendante à des coûts de kérosène qui ne cessent d'augmenter aussi. Donc cette question de l'inclusion de tous et comment on offre à chacun des possibilités les moins carbonées possibles de se déplacer sont vraiment au cœur de nos enjeux. Pourquoi on a rejoint l'Alliance? Parce que c'est assez rare de trouver un endroit qui va réunir à la fois des entreprises, des syndicats, des fondations, comme celle que j'ai la chance de diriger, des scientifiques, des collectivités locales, et un endroit où on va tous pouvoir échanger sur ce qui nous rassemble et parfois ce qui nous divise, parce qu'on ne sera pas d'accord sur tout, peut-être mettre en commun et essayer chacun d'apporter chacun des solutions qui vont permettre d'avancer vers cette nécessaire décarbonation des transports. Je vais m'arrêter là peut-être et on aura l'occasion d'y revenir. La Fondation, elle travaille sur plusieurs enjeux de la décarbonation, que ce soit le report modal, on en a beaucoup parlé, que ce soit le partage de la route. Et là, je rejoins, il faut partager les mobilités aujourd'hui et notamment la voiture. L'autosolisme est une catastrophe. Il faut faire de la route qui a trop longtemps été consacré uniquement à la voiture, un endroit où on peut circuler différemment, en voiture évidemment, mais aussi en covoiturage, mais aussi en vélo, mais aussi en transport en commun. Et puis j'espère qu'on aura aussi l'occasion un petit peu de parler de l'imaginaire, parce que je crois que, tu le disais tout à l'heure pendant ton intervention, si on ne change pas l'imaginaire autour de nos transports, on aura du mal à aboutir à une décarbonation efficace des transports.
Pierre voulait réagir. Non, mais juste un mot. Le sujet dont on parle, le sujet du changement climatique, il renvoie quand même à des questions tragiques et à des questions qui sont tragiques pour l'humanité. Et donc, moi, je trouve qu'on a un problème si on a besoin de devoir se justifier quand on est un patron, de causer avec la FNH ou de causer avec un syndicaliste, et vice-versa d'ailleurs. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de ça, alors on n'est pas capable de s'occuper du climat. Et l'idée de base de l'Alliance, c'est précisément de faire sauter les cloisonnements ou les couloirs et d'être capable de dialoguer, y compris effectivement si on n'est pas d'accord, mais je pense qu'on va avoir du mal à trouver des vrais sujets de désaccord et de se demander comment on peut construire. Mais je pense que le premier point, c'est d'acter qu'il y a urgence à sortir des postures et à se parler comme des citoyens responsables, parce qu'en l'occurrence, si on parle du devenir de la planète, on parle du devenir de l'humanité, et a priori, ce serait pas mal de sortir des postures. En parlant de faire sauter les cloisons, vous pouvez applaudir, monsieur. En parlant de faire sauter les cloisons, Nicolas Maraval, évidemment, les routes ne s'arrêtent pas aux frontières, et donc il y a évidemment un enjeu européen et international sur la décarbonation de la route. Vous représentez la Fédération internationale des routes, l'International Road Federation. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international et quels sont les leviers et les leçons peut-être qu'on peut apprendre d'un pays et les transposer à d'autres? Oui, merci. Merci à nouveau pour cette invitation également. Je suis ici avec deux casquettes. La première représentant l'IRF, International Road Federation, et la seconde dont je vous parlerai ensuite avec une initiative, Oris, dont je suis le CEO et cofondateur. Tout d'abord sur la Fédération internationale des routes. Comme l'a dit M. Copé, je souscris complètement. La route, c'est le point commun de toutes les mobilités. Et à l'IRF, on parle de la route comme une mobilité. On parle aussi beaucoup d'innovation. Et enfin, on parle beaucoup de partenariat. L'IRF, c'est un espace qui rassemble aussi l'ensemble de la chaîne de valeur de la route. Donc les donneurs d'ordre, les gouvernements, les autorités publiques, les designers, les constructeurs, les fournisseurs de matériaux, l'ensemble de la chaîne est vraiment représenté à différents titres. Et en fait, on se rend compte que dans le dossier décarbonation, ce qui compte, c'est de créer des ponts et des liens et des interactions entre ces acteurs qui, parfois, ou en tout cas traditionnellement, ne se parlent pas ou pas assez. Et donc, il y a des ponts qui créent des opportunités, qui créent des leviers de décarbonation importants. Je vais en citer un que j'affectionne particulièrement, parce que c'est là-dessus que travaille Oris, c'est la relation entre les matériaux de construction et le design. A priori, ce n'est pas tout à fait intuitif de considérer ça comme un levier principal de décarbonation. Je vais vous donner deux chiffres. En fait, les matériaux de construction vont dans le monde de la route ou du transport linéaire, j'associe le rail également à ça, à hauteur de 30 à 40%. C'est-à-dire, je répète, 30 à 40% des matériaux de construction se retrouvent dans les infrastructures linéaires de transport. C'est absolument massif. Donc des milliards de tonnes de matériaux, cailloux, carrières, exploitation gravière, asphalte, béton. Je m'arrête là. Donc ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre qu'il faut bien avoir en tête, c'est que 85% de l'empreinte carbone de nos infrastructures, de nos routes, dépend de ces matériaux, dépend directement de ces matériaux. Quels sont-ils? Quelles sont leurs propriétés? D'où viennent-ils? Comment sont-ils transportés? Comment sont-ils mis en œuvre? Quel est leur facteur carbone? Est-ce qu'il y a de l'innovation derrière ou pas? Est-ce qu'il y a des... Donc, avec ces deux chiffres, on comprend déjà assez bien comment l'infrastructure physique peut se décarboner. Il faut regarder de près l'équation matériaux-projet. Donc c'est ce qu'on fait avec notre plateforme digitale, en mesurant un certain nombre de critères et de paramètres qui permettent de prendre les bonnes décisions. Donc je réponds maintenant à votre question. C'est par des initiatives de ce genre, avec des leaders dans l'action, qui ne sont pas forcément en France, mais on en a aussi,
à l'étranger de la même façon. On trouve dans la chaîne de valeur, alors qui des banques de développement, qui des autorités publiques, qui des designers internationaux, des firmes d'ingénierie, des contracteurs, décident de prendre vraiment la main sur ce dossier et de regarder les options. Et les options ne sont pas mineures, puisque sur un dossier, sur un projet, alors une particularité des projets de transport, c'est qu'ils ne sont jamais les mêmes. L'unicité de chaque projet, l'environnement qui diffère, la localisation bien sûr qui diffère. Par essence, une route n'est jamais au même endroit. Et donc sur un dossier donné, on a des leviers de décarbonation qui sont de l'ordre de 30, 40, 50, 60%. En regardant bien les options, en regardant bien ce qu'on a autour de nous, en regardant bien les leviers de circularité et de décarbonation. Donc ça, c'est pratiquement impossible à faire si on n'a pas l'apport du digital. La digitalisation, comme dans beaucoup d'industries, apporte cette capacité d'itérer, de simuler, d'avoir différents scénarios, d'avoir des alternatives et de mesurer multicritères. Et je terminerai avec ce dernier point, multicritères. C'est très important et c'est aussi une nouveauté. Pendant des années, des décennies, la route était une équation mécanique. On regardait quelle était la mécanique des matériaux, en particulier, pour supporter le trafic pendant un temps donné, dans des conditions de sol et de météo données. Cette équation mécanique, aujourd'hui, elle ne suffit plus. Il faut qu'on ajoute des paramètres environnementaux, des paramètres de résilience au changement climatique, de la projection dans le temps, des ACV, donc des analyses de cycle de vie. Il faut qu'on regarde l'émission carbone, il faut qu'on regarde le taux de circularité. Enfin, on a 1000 choses à regarder en même temps que cette équation mécanique. Et c'est là où l'innovation, le digital, apporte des solutions qu'on n'avait pas à notre main il y a encore quelques années. Voilà, donc la Fédération internationale routière, elle est là aussi pour permettre de diffuser les bonnes pratiques, de faire ces connexions entre, là j'ai cité un cas que je connais particulièrement, entre par exemple le monde des matériaux et le monde des designs ou des autorités publiques, mais il y en a 1000 autres qui sont chacune détentrices de quelque chose. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, chaque tonne est importante en fait, chaque pas, micro-pas ou géant est important, et notre plateforme seule, l'année dernière, à titre d'information, a proposé des diminutions de carbone de l'ordre d'1 million de tonnes. Bon, 1 million de tonnes sur les 40 milliards qui sont émis chaque année, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais 1 million de tonnes, c'est beaucoup, en fait, pour chacun d'entre nous. Donc, il faut développer les bonnes initiatives et avancer comme ça. C'est clair qu'à l'échelle individuelle, 1 million de tonnes, c'est beaucoup. Moi, je voudrais juste ajouter dans la continuité de ce que vous venez de dire au titre de l'IRF, que par définition, Vinci Autoroute construit peu, mais entretient beaucoup de chaussées, et que la dynamique de décarbonation dans laquelle on s'est mis sur le volet travaux nous a conduit à diviser par 2 les émissions de carbone de nos chantiers, et que sur les chaussées, on arrive désormais à construire des chaussées qui sont construites à 80% avec des matériaux recyclés. Donc je pense quand même que c'est important, c'est une illustration de ce que donne une dynamique collective, une volonté collective et une dynamique collective de recherche-développement quand les maîtres d'ouvrage et les industriels se mettent autour de la table pour voir comment on peut réduire l'empreinte carbone, réduire l'emprunt de matériaux, on arrive à des résultats qui sont spectaculaires et qui sont très rapides. Alors on a fait le plus vite, enfin on a fait le plus facile, le plus rapide, très rapidement, mais on est quand même arrivé à atteindre 80% de recyclage et à diviser par 2 les émissions de carbone des chantiers. Oui, merci pour ce commentaire. Je vais en faire un dernier en retour. J'ai coutume de dire effectivement que 40 à 50% de la décarbonation de l'infrastructure physique, de la route. Alors quand je parle de la route, je ne parle pas des véhicules. Les véhicules, c'est un autre dossier, pour moi en tout cas. On va y venir. On va y venir. Mais sur l'infrastructure physique, qui est émettrice elle-même de pas mal de tonnes de carbone, 50% sont devant nous, comme l'a dit Pierre à l'instant. Il suffit de s'y mettre. C'est disponible, la technologie existe. C'est souvent des arbitrages qui ne sont pas faits, parce qu'on
On est plutôt dans une logique de faire comme d'habitude et de continuer sur des routines où c'était pas si important. Voilà. Merci. Alors précisément, il faut bien qu'on parle aussi des voitures, et je me tourne vers vous, Pierre-Amand Lapeyre. Très clairement, dès qu'on parle de l'électrification du parc automobile, une question lancinante qui revient sans cesse, c'est évidemment la question des batteries, du recyclage des batteries, est-ce qu'on aura assez de lithium, etc., etc. Vous allez nous présenter Bib, qui est précisément une solution pour ça. Exactement. Déjà très honoré d'être parmi ce panel et merci pour tous les enjeux que vous avez peints sur la décarbonation de nos transports. Nous, chez Bib, on a décidé de se concentrer sur une petite lorgnette de cette décarbonation qu'allons nous faire de toutes les batteries qu'on met aujourd'hui sur le marché, et en se demandant est-ce qu'en passant des moteurs thermiques aux moteurs électriques, on n'est pas en train de créer un nouveau problème. Donc heureusement, la réponse est non, c'est une très bonne chose d'aller vers l'électrique. C'est aussi une excellente chose d'aller vers des voitures un peu plus petites, parce qu'on ne pourra pas tous rouler en Tesla énorme. Mais en tout cas, toutes ces batteries, aujourd'hui, on est en train de les produire. Ça va être multiplié par 10 d'ici 2030. Donc on a décidé de se concentrer vraiment sur ce tout petit problème. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait chez Bib, c'est une plateforme pour comprendre l'état de santé des batteries quand elles sont dans leur première vie. Donc on travaille avec les sociétés de leasing qui possèdent aujourd'hui ces véhicules, ou avec les sociétés de scooters en libre service, de vélos en libre service comme Tiredot à Paris par exemple, ou Vélib. On regarde l'état de santé de la batterie et ensuite on a une marketplace pour la connecter à sa nouvelle vie, que ça soit de la réparation, donc est-ce que c'est rentable d'aller changer un connecteur sur cette batterie ou non, soit du réemploi, donc est-ce que cette batterie peut être réutilisée dans une autre application. Donc typiquement ce qu'on fait, c'est des bornes de recharge pour véhicules électriques sur l'autoroute, c'est des conteneurs pour stocker l'énergie solaire, ou par exemple des petits, comment on appelle ça, je l'ai perdu, je l'ai quand en anglais, des power generators, des groupes électrogènes avec des batteries, avec des batteries de seconde vie de constructeurs automobiles comme Mercedes ou Volkswagen. Je pense qu'un point qui est assez important sur ce qu'on a compris chez Bib, c'est qu'on a commencé, à la sortie d'école, donc il y a 2 ans, on ne vous avait pas eu comme professeur, mais on avait eu l'occasion de vous écouter sur des podcasts. Après, donc, Exactement. Mais on avait très envie d'avoir un impact parce qu'on voyait le monde qui avait besoin de changer, pas assez vite selon notre goût, et comme vous le disiez, c'est surtout une question d'habitude, et c'est dur de changer ses habitudes. Donc on a décidé de créer une entreprise qui nous permet, selon nous, de faire changer les choses un peu plus vite. Donc on est arrivé un peu fleur bleue, on va dire, dans ce marché, mais on a très vite aussi compris qu'il fallait que ça soit absolument rentable pour que ça puisse avoir un impact à l'échelle. Et donc nous, aujourd'hui, notre grand défi, c'est d'aller parler à tous les constructeurs automobiles, à tous les leasers qui ont leurs intérêts qui sont bien là et leurs habitudes qui seront très dures à changer, et leur montrer qu'une autre voie est possible et qu'elle est à peu près rentable pour eux. Peut-être pas aussi rentable, mais elle tient l'équation économique est là. Voilà donc comment on aborde ce problème chez Bib. Très bien, merci beaucoup Pierre-Amand. Et grâce à vous, nous avons plus de 10 minutes pour les questions du public. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, maintenant c'est le moment. And of course, please feel free to ask them in English as well, if you wish. Merci. Monsieur au fond, avec le sweatshirt bariolé dans les tons jaunes et noirs. Bonjour, merci. Je suis bénévole à Tianjina, je ne suis pas expert de la thématique du transport, donc peut-être que ma question sera à côté de la plaque, je vous préviens. La mairie de Paris, il n'y a pas longtemps, décidé de faire payer les SUV plus cher leur place de parking. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous pourriez vous tourner? Je me dis... les camions, quand ils prennent l'autoroute, ils payent plus cher leur déplacement. Est-ce qu'on peut aussi faire payer les personnes qui ont des SUV plus chers, sachant que c'est 50% à peu près, il me semble, des ventes en France maintenant, et que c'est quand même un gros problème sur lequel il faut agir, et on ne peut pas attendre 2030, 2035 et la fin de la vente des véhicules à moteur thermique pour faire quelque chose. Voilà. C'est pas du tout à côté de la plaque. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, là-bas, monsieur. Allez. Vous avez une chemise blanche et un bic bleu dans votre main. Merci. Donc, bonjour à tous, merci pour vos interventions. Ma question, c'est par rapport justement à ce qu'on a vu en Angleterre avec un recul des politiques, écologiques de la part du gouvernement. Est-ce que vous craignez, avec un Parlement européen qui
qui pourraient paraître avec des positions plus droitières sur ces positions. Est-ce que vous craignez un recul des positions écologiques à venir en France et en Europe plus globalement? Je vous remercie. Merci. On peut peut-être prendre une dernière. Oui, monsieur là-bas, cravate noire, chemise bleu pétrole, et monsieur ici, donc là-bas et puis là. On prend 4 et puis on fera réagir tout le monde. Je tiens à démentir, la cravate est bleue. Ah, pardon, je suis désolé, elle nous apparaît noire vu d'ici. Oui, mais c'est vrai qu'en égardant tout près, vous avez raison. Je rétablis la vérité du coup. Je voulais savoir si au sein de l'Alliance, vous réfléchissez au-delà de l'intensification des usages des transports, à repenser les mobilités. Effectivement, il y a une partie des gens, vous l'expliquez, qui sont contraints dans leurs usages par le fait de prendre leur voiture pour faire 70 km ou 80 km, par exemple. Et il y a aussi des réflexions qui peuvent avoir lieu de déplacer les lieux de travail ou les lieux d'habitation, en tout cas d'envisager les choses de façon plus large que l'intensification uniquement. Voilà. Très bien. Et enfin, on prend une quatrième et dernière ici. Hello, thank you very much. My name is Scott Blair. I work for Sully Test. We do assessment in sustainability literacy. I've heard the statement made many times that the future of cars is electric, but the future of transport is not cars. Is that a smart thing to think? All right, thanks a lot. So, nous avons donc 4 questions sur les SUV, les enjeux des élections européennes, les modes de mobilité et si l'électrique est l'avenir de la voiture, est-ce que la voiture est l'avenir du transport? Qui veut prendre quelle question? Pierre? Moi, je voudrais, sans élaborer au-delà d'une réponse simple sur la question des élections, moi, je crois que les questions environnementales sont des questions éminemment démocratiques et que je vais à nouveau faire la pub de l'Alliance, mais je pense qu'il n'y a pas du tout assez de délibération sur ces sujets. Et je pense qu'on a grand besoin, sur des sujets aussi compliqués, d'avoir des débats responsables et des débats démocratiques. Et je pense qu'une des grandes menaces qu'il y a sur les enjeux écolos, enfin les enjeux environnementaux, c'est une menace technocratique. Et donc je pense que plus on en fait un enjeu démocratique et plus on en fait un sujet de débat et plus on met les sujets techniques sur la table pour en faire des débats, plus on a de chances d'avoir une appropriation. Donc je pense que cette question est absolument fondamentale. Sur la question de est-ce que la voiture et est-ce que le déplacement en voiture est l'avenir du transport? Désolé, mais oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est un problème de réalisme dans l'approche. Et quand je vous dis 30 000 km de rails, 1 100 000 km de réseau routier, je vous apporte un premier élément de réponse. Sur les trajets domicile-travail, les gens, ils ne prennent pas leur bagnole pour le plaisir d'aller bosser en bagnole. Ils prennent leur bagnole parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et on peut constater que statistiquement, dans l'analyse qu'en fait l'INSEE, les trajets domicile-travail sont de plus en plus longs et les gens travaillent de plus en plus loin de leur domicile. Alors, on peut se réjouir ou pas, d'ailleurs, pour d'autres raisons, du télétravail, qui est une réponse à votre point, mais la réalité de l'organisation des réseaux de transport et la réalité de l'évolution de la structure et de l'économie fait que les trajets domicile-travail augmentent et que les réponses transport en commun pour les trajets domicile-travail n'existent le plus souvent pas. Et donc, moi, je me bagarre régulièrement sur simplement le caractère réaliste des politiques publiques de transport pour que les réponses des politiques publiques soient adaptées au type qui vit à Brive-la-Gaillarde et qui va travailler à Tulle et qui n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. Enfin, c'est probablement un mauvais exemple, mais en tout cas, si on veut bien voir ce qui se passe dans les métropoles ou dans les villes moyennes ou dans les campagnes, faire des réponses métro ou vélo, c'est très sympa quand on est à Paris de parler de vélo ou de parler de métro, mais ça n'est pas une réponse adaptée ni aux navetteurs domicile-travail, ni aux villes moyennes, ni aux métropoles. Et donc je pense que c'est très important de développer une approche réaliste de ce sujet. Et à date,
la seule réponse, c'est la bagnole, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou non. Et quand on dit qu'il faut intensifier les usages en mettant plus de monde dans la même voiture ou en mettant des bus sur autoroute, c'est une réponse que je crois réaliste à une nature de besoin qui ne peut être satisfaite par les transports en commun aujourd'hui, enfin par les transports ferrés. Ça donne très très envie de répondre, mais je rebondis sur la question sur les SUV là-bas. Donc c'est vrai que c'est très dur comme question, et la réponse elle ne viendra pas en claquant des doigts. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà des endroits où c'est possible de remplacer les moyens de transport difficiles, et si on ne commence pas par le faire là, ce sera impossible d'aller convaincre la personne de Brive-Tulle. Donc typiquement, interdire les SUV à Paris, ou limiter leur progression en tout cas, c'est une très bonne chose et ça va dans le bon sens. Réfléchir à surtaxer sur des péages des gros SUV aussi, ça pourrait être une très bonne solution pour que l'acheteur puisse se dire bon, bah, je vais le reprendre dans mon équation et je vais peut-être considérer un moyen de transport un peu plus léger à l'avenir. Et j'ai plein d'exemples autour de nous qui montrent que c'est une première réponse, pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et le deuxième point, ensuite, je vais rebondir avec ma connaissance, mais sur les politiques, c'est vraiment là où on voit que c'est le cœur du sujet et que c'est peut-être là qu'il faut accélérer. Parce qu'en fait, si on n'a pas une approche globale et si on continue à considérer que la personne qui travaille à Brive, elle va forcément devoir qui habite à Brive, elle va forcément aller devoir travailler à Tulle, il y aura toujours ce petit cas il existera toujours et on ne pourra pas le remplacer directement. Donc il faut déjà se dire comment on peut faire pour imaginer des personnes qui puissent changer de lieu d'habitation ou favoriser des bassins d'emploi les plus proches. Et ça implique des politiques très fortes. Et on peut espérer que ça arrive très rapidement. Mais pardon, comme le débat s'installe entre nous, je veux juste répondre. 75% des trajets domicile-travail qui se font par la route, ce n'est pas un petit cas. C'est-à-dire que c'est l'immense majorité. Donc on ne peut pas régler le problème en claquant dans les doigts. Et ce que je revendique, moi je n'ai pas de problème avec la fiscalité. Je n'ai aucun problème avec votre point. Et l'expérience montre que la transformation des flottes de camions d'Euro 4 en Euro 5, puis en Euro 6 ou Euro 7, elle s'est faite avec de la fiscalité. J'ai aucun problème avec ça. Ce que je revendique simplement, c'est qu'on apporte des réponses réalistes qui prennent en compte la réalité des besoins. Sinon, on se retrouve avec des bonnets rouges ou des gilets jaunes et on repart 3 cases en arrière. Alors, Stéphanie Clément-Gangon. Ouais, quelques mots sur deux sujets. D'abord sur le côté politique. Effectivement, l'enjeu politique, il est énorme. Les élections européennes qui arrivent, elles sont clés. Elles ne seront pas les seules, mais beaucoup de choses se jouent à l'européen sur ce sujet. Il faut un haut niveau d'exigence parce que le réglementaire sera clé pour faire évoluer nos mobilités. Il sera clé en matière d'investissement sur les routes et sur les autres moyens de transport. Il sera clé aussi sur un enjeu démocratique. Je ne sais pas qui d'entre vous le disait tout à l'heure, mais il y a un enjeu à ne pas laisser les citoyens de côté et à les armer correctement sur ces questions, à leur donner des clés pour comprendre, et pour bien assimiler ces enjeux, l'ensemble des enjeux environnementaux et sociaux, et notamment sur la mobilité. Pour bien voter, il faut comprendre pourquoi on vote et ce qui est en jeu sur ces sujets. Sur les aspects de la fatalité de la voiture ou de la fatalité de la route, on l'a dit, la route, elle peut servir à la voiture, elle peut servir à d'autres modes de transport, ça me paraît extrêmement important de le rappeler. Nous, on a une devise à la Fondation qui dit dépasser les clivages, inspirer les courages. Je rejoins Pierre, il y a le pragmatisme, il y a la situation telle qu'elle est, et il y a la façon dont elle pourrait évoluer dans un avenir court et moyen terme. Tu le disais, François, tout à l'heure, on n'imaginait pas dans les années 70 que le vélo en libre-service serait la norme dans toutes les villes de France. Moi, je crois qu'il y a un enjeu à ne pas arrêter d'espérer, à ne pas arrêter de construire, à ne pas arrêter de rêver sur ce que pourraient être nos mobilités demain. On ne se passera pas de la voiture, mais on peut imaginer un chaînage de mobilité dans lequel la voiture est une part, un chaînage avec des transports en commun, un chaînage avec des mobilités actives. On peut envisager aussi des villes qui changent de visage. Aujourd'hui, selon les études et selon la taille des villes, entre 50 et 80% des espaces publics dans les villes sont dédiés à la voiture, soit en circulation, soit en stationnement. On peut envisager que ça change et on peut envisager que demain, 50% de l'espace public soit dédié à la marche, soit dédié au transport en commun, soit dédié à de la végétalisation. Parce que tu disais tout à l'heure, la clé, c'est d'arrêter les contraintes et c'est de donner envie. Et on donnera envie en montrant qu'il y a une autre mobilité qui est possible, y compris et surtout dans les territoires périurbains et ruraux, parce que c'est là
Et il faut vraiment l'avoir en tête. C'est là que se jouent les enjeux de mobilité. C'est là qu'il faut investir. C'est là qu'il faut agir pour effectivement que ce fameux trajet Brive-Tulle ou Brive-Agen demain puisse se faire différemment que dans une voiture dans laquelle on est seul et qui va transporter 93% de son propre poids. C'est une gabegie environnementale. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que tous, on ait accès à des services de mobilité qui soient adaptés. Ça sera de la voiture, j'espère, petite et électrique. Ça peut être des mobilités actives, ça peut être des transports en commun. Il faut vraiment, et c'est l'objet de l'Alliance, qu'on travaille tous ensemble à cet objectif-là. Il y a la situation telle qu'elle est, il y a celle qui pourrait être demain et qui doit être meilleure que celle qui est aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie. And on this bright note, we'll have to wrap up. Unfortunately, the clock is ticking, so we don't have time for another round of questions. But I want to warmly thank all the panelists. And I also want to thank HEC, in particular Joséphine Hacquet and Sylvie Bougreau, for curating this panel. I want to thank Alphonse Coulot from the Alliance for Road Decarbonation, also, who did a lot to put together this panel. And of course, thanks to Change Now for hosting the panel. Thanks a lot, and see you very soon. Thank you.